Le 15 du BTP avec Extramiante, fournisseur de solutions pour le plomb et l'amiante. Pour cette première émission, nous recevons Alain Bobiot, le président de l'Andeva, qui défend les victimes de l'amiante. Dans sa chronique, Julia Tortorici revient sur les actus chaudes de votre secteur. Vue de la grue, c'est notre chronique sur les images marquantes du web. Dans notre rubrique Quel chantier, nous avons 2 reportages à vous proposer. L'un sur la ligne 11 du métro, qui est actuellement en construction. L'autre sur un engin tout à fait spécial que nous sommes allés voir en province. Enfin, nous avons un débat sur la place du vélo à Paris. Un débat qui promet d'être haut en couleur. Dans l'interview sans filet de ce mois-ci, nous recevons Alain Bobiot, qui est secrétaire national de l'Andeva, qui défend les victimes de l'amiante. Bonjour Monsieur Bobiot. Bonjour. Est-ce qu'on met en place aujourd'hui en France un véritable permis de tuer? On peut dire ça. On peut dire ça. Dans une catastrophe comme celle-là, il faut bien voir ce qu'on cherche. Ce que cherchent les victimes, c'est certainement pas la vengeance. On n'est pas dans ce registre-là. Ce qu'on cherche, c'est à tirer toutes les leçons d'une tragédie pour qu'il n'y en ait pas d'autres ensuite. Et pour tirer les leçons, il faut viser haut. Il y a des responsables nationaux. Ils étaient dans l'administration, ils étaient dans l'État, ils étaient dans les groupes industriels à la direction des multinationales. Tout ce monde-là avait le pouvoir d'empêcher. Et ce qui a été fait, ça a été au contraire d'encourager et de prolonger. Ils ont milité contre l'interdiction. Aujourd'hui, les juges d'instruction expliquent qu'ils vont arrêter d'investiguer. On s'oriente très clairement vers des non-lieux, avec comme argument, on ne peut pas savoir la date à laquelle s'est déclenché le processus pathologique. Pour nous, il n'est pas admissible qu'une catastrophe qui fait 100 000 morts n'est ni responsable ni coupable. Humainement, politiquement, socialement, c'est insupportable. Est-ce qu'on est face à un vrai scandale sanitaire en France? Oui, probablement le plus grand scandale sanitaire que la France ait jamais connu. Les morts d'aujourd'hui, c'est les expositions d'il y a 20 ou 30 ans. Et les expositions d'aujourd'hui, ça sera les malades dans 20 ou 30 ans aussi. Et c'est une catastrophe énorme. L'amiante était présentée comme un matériau bon marché. Quand on regarde le coût social en termes de vie humaine perdue, en termes de dégradation majeure de l'environnement et de coûts à la fois pour les soins et pour les survivants au niveau des familles, et puis aussi les coûts du désamiantage, on arrive à quelque chose qui est absolument exorbitant. Et c'est une catastrophe évitable. On savait que l'amiante était dangereux et on a trompé sciemment l'opinion en parfaite connaissance de cause. La réglementation amiante, je considère qu'elle est bonne, globalement. Le savoir-faire acquis par les sociétés de désamiantage, en matière de désamiantage, ce savoir-faire technique est élevé. Après, il se trouve que les dérives continuent. Le jugement au pénal, c'est une façon pour la société de tracer des limites à ne pas franchir, de rappeler des règles. Merci Alain Bobiot, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci à vous. Et maintenant, place aux actus avec la revue de presse présentée par Julia Tortorici. La mission du 15 du BTP, c'est aussi de vous présenter les actus chaudes du moment. Le Grand Paris en fait partie, notamment avec le dernier événement en date, le ripage du Pont d'Al en gare d'Arcueil-Cachan début novembre. Il a fallu moins de 8 heures à l'entreprise Freycinet pour faire glisser sur 26 mètres cet ouvrage de 3000 tonnes en lieu et place d'une section complète des voies du RER B.
Toujours dans le cadre du Grand Paris, la Société du Grand Paris a annoncé avoir reçu un prêt d'1 milliard d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement. Cette dernière avait déjà alloué un premier prêt similaire du même montant en 2016. Rappelons que, entre 2014 et 2017, les travaux souterrains du Grand Paris auront rapporté 6,17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,7 milliards uniquement pour la ligne 15 Sud. Le constructeur et loueur Sarins a dévoilé en Belgique sa nouvelle grue SGC 140, un monstre d'une capacité de 140 000 tonnes-mètres, qui en fait la plus grosse grue au monde. Elle a été développée pour pouvoir lever 2800 tonnes à 50 mètres de portée grâce à un contrepoids de plus de 4000 tonnes. Dès 2018, elle sera envoyée au Kazakhstan pour le montage d'une usine de GNL, un chantier qui durera 4 ans. On termine avec Caterpillar. Le constructeur vient d'annoncer ses meilleurs résultats depuis 2009. Pour le 3e trimestre, il déclare un bénéfice net de 1 milliard de dollars contre 283 millions de dollars sur la même période en 2016. Pour l'ensemble de l'année 2017, on attend au mieux un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars contre 38 milliards en 2016. Merci Julia. Maintenant, on retrouve notre chronique Vue de la grue avec le condensé du meilleur du web. Philippe dirige une entreprise du BTP en Normandie, environ 200 salariés en CDI et depuis une dizaine d'années, quasiment autant de travailleurs détachés, tout simplement parce que je n'ai pas le choix, dit-il. Nous souffrons d'une vraie pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas de possibilité de recruter autrement. Il n'y a pas de main-d'œuvre disponible. Sans eux, on réduit notre chiffre d'affaires de 60%. Paname influence le monde, c'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. C'est nous le Grand Paris. Dans lequel il y a, malheureusement, il faut le dire, beaucoup d'intérêts en jeu, des intérêts puissants de gens haut placés, aussi bien dans le monde de l'industrie que dans le monde de la haute fonction publique, que dans le monde des décideurs politiques. Voilà, comme ça, c'est vrai que c'est beau, ça donne envie. Hein. Alors déjà qu'ils nous font chier avec Paris-Plage, à nous foutre du gravier sur la route bien glissant. Non mais là c'est n'importe quoi. Ah c'est bien, ah oui, faut respirer l'air sain de Paris. L'amour, c'est du BTP. Et une fois les premiers instants passionnels envolés, il va falloir revêtir votre plus beau bleu de travail, retrousser vos manches et bosser. Parce que non, les sentiments ne suffisent pas. Et maintenant, notre rubrique Quel chantier, c'est les reportages sur le terrain. Nous sommes partis dans le Limousin à la découverte d'un tout nouvel engin. La petite ville de Rochechouart, ses petites rues en travaux, comme ici, un chantier de VRD de surface avec un engin pensé pour les espaces restreints, l'Hydradig de JCB. Une pelle sur pneu dans la gamme des 8 à 11 tonnes, conçue pour ce type d'opération. Et idéale pour son chef de chantier, heureux d'avoir trouvé matériel à son pied. C'est l'évolution du concept pelle à pneu. On a enlevé le contrepoids qui gênait à l'arrière, on a mis du poids dans le châssis pour la stabilité, et on a des équipements beaucoup plus variés en bout de flèche, quoi, voilà. Ça adapte mieux la machine à ce type de chantier. Même si à la base, une pelle à pneus aurait été peut-être l'engin choisi si on n'avait pas connu l'Hydradig, c'est plus adapté encore que la pelle à pneu. La pelle idoine donc, pour ses travaux de requalification menés par Siora, filiale de NGE. L'Hydradig a trouvé ses marques avec 160 unités vendues en France depuis son lancement à la dernière Bauma. Sa force, la polyvalence. Eh bien, le cœur du concept du JCB Hydradig, c'est un nombre de composants global intégrés dans le châssis inférieur qui permet d'avoir un centre de gravité extrêmement rabaissé, une tourelle extrêmement épurée, donc un matériel très compact, très stable et un réel porte-outil pour les chantiers urbains. JCB a travaillé 3 ans pour développer ce nouveau matériel compact. Relancé en Stage 4, l'Hydradig mise aussi sur une prise en main rapide par l'opérateur. Cyril Mellamoulini est conducteur d'engin depuis 9 ans. Il a adopté cette machine dernier cri. C'est beaucoup plus facile de travailler avec une machine comme ça que d'autres pelles où on avait quand même moins de visibilité. Sur 360 degrés, on sait que la machine ne bougera pas. En translation, en déplacement, ça va beaucoup plus vite. On est beaucoup plus détendu et c'est vrai que le soir, on est quand même moins fatigué. C'est un vrai changement. Un changement aussi pour les donneurs d'ordre dont le couple sécurité-productivité est devenu le credo et que JCB a compris en lançant sa pelle de dernière génération.
Christophe Le Carpentier, vous êtes directeur marketing de JCB France. Le secteur aujourd'hui du matériel est en plein rebond et notamment sur la pelle compacte. Qu'avez-vous inventé dans ce secteur pour prendre vos parts de marché ? Effectivement, chaque constructeur doit répondre aux besoins du marché. On a vu depuis quelques années le besoin en pelle sur pneumatique compacte. Et donc, on a lancé l'Hydradig, qui est une pelle de 11 tonnes, mais qui n'est pas tout simplement une pelle. Elle a beaucoup de spécificités différentes. La plupart des composants, comme le moteur, les chaînes cinématiques, se retrouvent sur l'inférieur, sur la partie inférieure du châssis, qui lui confère beaucoup de stabilité, beaucoup de capacité de levage, mais aussi une grande visibilité. Et donc, ces caractéristiques font que c'est une pelle qui est unique. Et on voulait vraiment valider le concept sur le marché français. Et beaucoup de clients nous ont suivis. Et aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un an après le lancement, on peut dire qu'on a une solution sur le marché de la pelle compacte urbaine. JCB est le seul aujourd'hui qui propose sur le marché une pelle de ce type avec la partie moteur, chaîne cinématique, réservoir sur le bas du châssis, puisque tous les autres sur le marché aujourd'hui proposent une machine avec un moteur sur le haut de la machine. On parle du Grand Paris, on parle de beaucoup de travaux en France. C'est vraiment la cible et donc on a un marché qui progresse. Et bien sûr, on a pris nos parts de marché puisque en une année, on a atteint plus de 10% de parts de marché. Alors la compacité, pour terminer, et dernière question, la compacité, c'est l'avenir chez JCB France ? Oui, tout à fait. On est sur des chantiers qui sont à l'intérieur des villes et il faut des matériels qui répondent aux contraintes des chantiers. Merci Christophe Le Carpentier. Merci. Merci. Second reportage de cette rubrique, la ligne 11, Paris, le Grand Paris, c'est tout de suite. Commune des Lilas à une encablure de Paris. Les travaux de construction de la station de métro Serge Gainsbourg ont débuté au cœur de ce quartier populaire de banlieue. Ici, le groupement d'entreprises Alliance, dont le mandataire NGE, va faire travailler une trentaine de personnes sur des opérations de terrassement et de génie civil des puits. Le défi, former des collaborateurs et les pérenniser dans l'entreprise. Jérémy Constantin et Al Hassan Yatera font partie des 8 nouvelles recrues depuis le mois de mai dernier. Souvent totalement étrangers au secteur de la construction, parfois au chômage, ces jeunes recrutés dans le quartier travailleront à terme comme mineurs boiseurs. Un changement de cap pour la plupart. En fin de compte, j'ai tout appris, tenir une pelle, tenir une pioche, même un marteau. Voir la construction de la ligne 11, tu vas dire « Ah, c'est grâce à moi, j'ai participé ». Pour moi, personnellement, c'est une chance que j'ai trouvé un vrai travail. Si l'entreprise nous explique un petit peu par rapport à le métier qu'on a nous, ça nous permet d'augmenter un peu plus nos chances de réussite. Je sens que je suis bien intégré. Après, quand j'aurai mon permis, je vais essayer de passer mes cassettes. Ça m'a donné envie de continuer. Continuer et s'accrocher, c'est l'objectif que leur a fixé Pietro Pili. Cet ancien mineur de fond au charbonnage de France est formateur chez NGE. Son credo, retenir les meilleurs éléments. La politique NGE, c'est le RIF, recruter, intégrer, former, fidéliser. Le jeune, il arrive, c'est un bon, il est valeureux, il en veut. Dès le départ, en formation, on va lui apporter de la considération et cette considération va le suivre sous le chantier. Sur le chantier de construction de la station Laduis à Rosny-sous-Bois, NGE forme aussi les talents de demain. C'est ici que partira le tunnelier en direction des Lilas. Un tracé de 3 km creusé à parfois 30 mètres de profondeur et qui nécessite une précision au centimètre. Et des besoins en personnel très conséquents pour Nicolas Botteur, conducteur de chantier NGE. Des conducteurs d'engins, des mineurs boiseurs, des coffreurs, des aides-coffreurs, tous les types de profils jusqu'au chef d'équipe, chef de chantier. On a des années de chantier qui arrivent, c'est le moment d'intégrer nos sociétés pour progresser. Reste à trouver la main-d'œuvre pour NGE qui compte recruter 2000 personnes par an dans les 5 ans à venir. Le chantier de la ligne 11 sera quant à lui livré courant 2023, soit un an avant une autre grande aventure humaine, les JO de Paris. Bonjour Orso Vesperini, vous êtes directeur grand projet chez NGE. Alors il y a une problématique chez vous, c'est celle du recrutement. Où en est l'entreprise ? Eh bien, l'entreprise a des besoins très importants en recrutement, puisque l'activité des travaux publics a fortement chuté, mais il y a un nouvel élan
en particulier avec le Grand Paris. Donc c'est dans des métiers nouveaux, des métiers qui avant étaient des métiers de niche. Et nous avons besoin de recruter des spécialistes et ainsi que des débutants que nous allons former dans les prochaines années. L'entreprise aujourd'hui en fait 10 000. Vous comptez doubler votre masse salariale dans les 5 ans à venir, c'est bien ça? Nous allons recruter 2000 personnes par an pendant 5 ans. À titre de référence, cette année, en 2017, nous recrutons 1700 personnes déjà. Donc le mouvement est amorcé. Nous avons des besoins immenses en termes de travaux souterrains sur le Grand Paris. Nous avons d'autres besoins dans d'autres métiers du groupe. Mais pour reprendre le Grand Paris, l'activité des travaux souterrains en France passe de 300 millions à 3 milliards par an. Ça veut dire qu'il y a un coef 10, et donc il va bien falloir qu'il y ait des nouveaux venus, des nouveaux arrivants, des nouveaux talents qui rentrent dans cet extraordinaire métier. D'accord. Scénario catastrophe, vous ne trouvez pas les bons éléments, les travaux s'arrêtent, qu'est-ce qui se passe? Vous allez chercher des travailleurs détachés? Non. NGE ne fait pas travailler des travailleurs détachés, c'est pas dans notre état d'esprit. Bien sûr, nous pouvons aller chercher quelques spécialistes dans certains métiers quand nous avons ponctuellement besoin d'un expert, et il peut être français ou sur la scène internationale, puisque là on recherche l'expertise. Mais au niveau des hommes et des contrats et des formations, tout se fait sur le territoire national en utilisant les ressources vives de notre pays. Merci Orso Vesperini. Merci. Et enfin, pour clore cette première émission, nous vous proposons un débat sur la place du vélo à Paris. Une première question d'abord pour commencer ce débat. Ce plan vélo était-il nécessaire ? Absolument. On peut même penser qu'il n'est qu'une première étape, tant le retard de la ville de Paris est important par rapport à ce qu'il conviendrait de faire pour avoir une ville qui soit vraiment cyclable. On a des exemples étrangers qui nous montrent vraiment l'écart qui existe. Donc il y aura sans doute un plan en vélo numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, tant le retard est important. Évidemment, pour faire une place au vélo, mais raisonnable. Si on supprime une voie sur berge, de l'autre côté, c'était déjà piéton. C'était pas la peine de le faire. Donc, on fait des choses un petit peu irrationnelles, irréalistes, et qui vont beaucoup trop vite. On ne peut pas gêner 15 millions de personnes pour, je vais caricaturer, pour 1000 cyclistes, dont je fais partie de temps en temps, mais pas tout le temps. 15 millions de personnes pour 1000 cyclistes, vous avez une vision des déplacements à Paris et dans l'Île-de-France qui est assez... marseillais, c'est pour ça que j'exagérais. Parce que si on observe les statistiques qu'on a des déplacements, c'est que justement la voiture à Paris, elle représente à peine un déplacement sur 10, que les courbes vont bientôt s'inverser avec celles du vélo sur les déploiements qu'on observe. Et donc, quand vous parlez d'une place raisonnable pour le vélo, je suis un peu inquiet parce que si c'est simplement... un petit partage par-ci par-là. Un argument contre qui a été mis en avant également, c'est ce chiffre de 150 millions d'euros d'investissement donc dans ce plan vélo. Pourtant, avec la même somme, on n'a que 1 kilomètre de métro. Alors là, on voit les bénéfices du vélo, c'est que ça coûte pas cher à faire par rapport à toutes ces infrastructures très gourmandes en argent public. Ça coûte pas cher, mais qu'est-ce que c'est chiant? Parce que ça empêche tout le monde de circuler, c'est quand même, un gros problème. Ça empêche tout le monde de circuler, ça empêche peut-être des gens de circuler, ça empêche surtout à d'autres de circuler. Non, ça empêche tout le monde de circuler. Fermer toute la semaine pour certains qui vont travailler, qui mettent une demi-heure de plus, alors déjà qu'ils mettaient 1 heure, ça fait 1h30, vous modifiez la vie, vous n'embellissez pas la vie. Quand on prend une décision politique, c'est pour embellir la vie des gens. Et là, elle n'est pas embellie, elle est gâchée, elle est détériorée, elle est abîmée. Et c'est 1 heure de plus de trajet par jour. Non, c'est un vrai problème ce qui est fait. On est tous pas contre, évidemment, d'avoir une place du vélo. Moi, je trouve que circuler à Paris dans vélo aujourd'hui, c'est pas dangereux du tout. Et c'est facile. Avec ce qu'on a comme piste cyclable. Quand on divise par 2 la chaussée pour faire plus qu'une voie pour les voitures, alors que les vélos, il y a 4 mètres et on pourra en enlever 2 et laisser une place supplémentaire pour les voitures, c'est irraisonné, c'est pas pensé, c'est pas possible. Et surtout, c'était pas possible. Et surtout pas d'un coup. Surtout pas d'un coup. Il faut à la limite faire progressivement. 20 mètres par 20 mètres la piste cyclable. On se dit sur 4-5 ans, on fait ça, et on va essayer de proposer d'autres alternatives, des parkings en ville. Voilà, ça va être compliqué de circuler, mais
Vous voyez, vous avez les parkings. À la limite, vous pouvez vous mettre là, et puis vous vous garez, vous prenez les transports en commun. Ailleurs en France, vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture, point final, aujourd'hui. On parle des voitures électriques, mais les voitures électriques, c'est un problème de riches. Il n'y a que dans les pays riches, avec un PIB très important, où elles se développent. Ailleurs, ils ont d'autres soucis. Donc voilà, il y a des fractures qui se créent. Il faut faire attention d'avoir cette vision un petit peu urbaine. C'est pas la France. Monsieur Labouré, le mot de fin est pour Bon, vous. on est d'accord, on considère que la plupart des gens qui utilisent une voiture aujourd'hui sont victimes d'un système qui leur a imposé ce mode de déplacement, alors qu'il y aurait d'autres possibilités. On le voit effectivement dans d'autres pays. Prenez par exemple le cas des Pays-Bas. Pas simplement dans les grandes villes, dans les banlieues, dans les petites villes. Vous avez une part de la voiture qui est bien plus faible qu'aujourd'hui en France. On ne peut pas adapter, on ne peut pas dire on est en retard ou autre. Chacun doit s'adapter. On ne doit pas on peut quand même dire par exemple que par rapport à Pékin, on est en mobilité. avance sur la pollution de l'air par exemple. Non, enfin, on peut quand même comparer, faire du benchmarking sur certaines villes, sur les critères de pollution, d'embouteillage, de qualité de vie, etc. Sinon on peut dire tout se vaut, rien ne se vaut. Non, on peut faire des comparaisons et dire qu'il y a des villes dans lesquelles la qualité de vie, notamment en lien avec les déplacements, est meilleure que dans d'autres. Moi j'ai une dernière petite question. Vous êtes venu comment à ce rendez-vous? En vélo, c'était le plus rapide. Et moi en 2 roues motorisé, un moteur thermique, un scooter quoi en fait. Merci messieurs, on se retrouve quant à nous le mois prochain dans le 15 du BTP. À très bientôt. Le 15 du BTP avec Extramiante, fournisseur de solutions pour le plomb et l'amiante.